Bon, Monsieur le Président, chers amis, chers collègues, merci aussi, professeur Halleux, de cette ouverture généreuse. Effectivement, je vais essayer de répondre à la question de l'interpénétration, en quelque sorte, de ce dialogue d'un côté et de l'autre de l'Europe autour de l'œuvre de Van Helmont. L'on ne serait pas fondé de s'interroger sur les fils qui se sont tissés entre Jean-Baptiste Van Helmont et Demetre Cantemir s'il n'y avait pas le manuscrit de Cantemir Sacrosancte Scientiae Indepingibilis Imago, qui témoigne vers 1700 d'une surprenante communauté de pensée d'un bout à l'autre de l'Europe chrétienne qui s'offre à nous comme une énigme. À première vue, presque tout sépare les deux personnages. Van Helmont, iatro-philosophe, inscrit dans la descendance paracelsienne, accusé d'hérésie, d'impiété et de magie, féru d'alchimie, chimiste expérimentateur, ayant des contacts avec le milieu théologique catholique radical de Louvain, d'un côté. Demetre Cantemir, de l'autre, fils du prince régnant de Moldavie, prince régnant lui-même pour 3 semaines, à l'époque, formé à la cour princière de Iași et à Constantinople, vivant dans une communauté de foi et d'idées avec les chefs de file de la pensée chrétienne orthodoxe. Alors, je vous propose comme plan de mon exposé 3 points, 3 sections différentes. Tout d'abord, le fait que nous avons à expliquer un fait massif qui s'impose à nous, qui est la copie des excerpta des ouvrages de Van Helmont par Cantemir dans un manuscrit de 850 pages. Deuxième chose, le cours suivi par Cantemir avec Meletios d'Arta pendant 8 mois, qui lui avait enseigné la philosophie de Van Helmont à Constantinople. Et enfin, 3, l'utilisation massive des idées de Van Helmont dans Sacrosancte Scientiae Indepingibilis Imago par le jeune prince roumain qui écrivait un traité philosophique d'inspiration chrétienne orientale. Il faudrait d'abord rendre compte de la situation de l'enseignement à Constantinople à l'intérieur et autour de l'Académie patriarcale. Suite à sa déposition, après son premier règne éphémère, Cantemir s'installa à Istanbul en 1693 et y continua ses études. La plupart des professeurs de Constantinople étaient des moines grecs qui avaient suivi leurs études à Venise et à Padoue. C'est ainsi que ce matin, vous avez vu la figure la plus illustre, sans doute celle de Théophile Corydalé, qui avait réorganisé et dirigé l'Académie patriarcale de Constantinople. Corydalé avait fait des études à Padoue, sous la direction de Cesare Cremonini, et avait initié à Constantinople un courant néo-aristotélicien de premier ordre, dont il faut penser qu'il s'inscrivait parmi les aristotélismes radicaux ou séculiers, engagés dans l'explication du texte d'Aristote et se tournant pieusement vers la révélation divine pour les articles de foi, tels que l'immortalité de l'âme. Ces commentaires à l'œuvre d'Aristote ont servi pour plus d'un siècle dans les écoles du sud-est de l'Europe, d'Istanbul jusqu'à Bucarest et Iași. Corydalé s'était tellement engagé dans la diffusion de l'aristotélisme que l'adjectif corydaléen était devenu synonyme de scolastique. Visiblement, Corydalé a entrepris à lui seul pour les pays du sud-est européen le travail que les jésuites avaient assumé en équipe pour les écoles d'Occident. Certes, Cantemir n'a pas connu Corydalé, mais ce dernier avait laissé des traces profondes dans l'enseignement philosophique à Constantinople. De son propre aveu, le jeune prince roumain avait étudié la philosophie avec un certain Iacomi le secrétaire, dans lequel un exégète a reconnu le philosophe Iacob Manos d'Argos, un professeur de philosophie néo-aristotélicien de l'Académie de Constantinople, élève de Corydalé, qui avait été paré du titre de, je cite, « prince des philosophes de la grande Église du Christ ». Son élève, Démètre Procopios, le caractérisait comme, je cite, « Aristotelicorumque dogmatum doctor et interpres optimus defensorque acer ».
Constantinople continuait d'ailleurs à être dominé par l'enseignement que l'on donnait à Padoue. Alexandre Mavrocordates, l'exaporite dont nous avons parlé ce matin, Sévastos Kiménitis, etc., etc. Néanmoins, ce n'est pas cette direction, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, néo-aristotélicienne, que choisit Cantemir. Pour des raisons qu'il faut déchiffrer, il allait prendre une autre voie, beaucoup plus proche de l'attitude philosophique que les philosophes allemands avaient préconisée au début du XVIIe siècle. Il tentera en fait une harmonisation de l'enthousiasme d'origine allemande et de la théologie apophatique chrétienne. Pour le premier, il convient de citer ici aussi bien les textes de Jacob Böhme que ceux de Johann Valentin André. Les deux affirment ceci de commun, que Dieu ne peut être connu dans son être, que les catégories ne valent rien, mais qu'il y a une façon d'avoir accès à Dieu par l'intellect et la contemplation. Il apparaît que parmi ses professeurs, Cantemir s'est beaucoup plus attaché à Meletios d'Arta ou de Ioannina, métropolite d'Athènes, avec lequel il avait étudié pendant 8 mois la philosophie de Van Helmont. Meletios avait lui aussi fait des études à Padoue, comme de nombreux jeunes clercs grecs à l'époque, mais il y avait apparemment moissonné le bouillonnement anti-aristotélicien de souche flamande. C'est de l'époque des leçons reçues de Meletios, qui se situe très probablement entre 1696 et 1698, que datent les extraits que Démètre a copiés manu propria de l'édition des œuvres complètes de Van Helmont, publiée à Francfort en 1682. Je crois que c'est 82 et pas celle de 51-52 parce que Cantemir a redessiné de sa main une gravure qui est en frontispice de cette édition et qui présente Van Helmont le père et Van Helmont le fils. Et je ne sais pas si cette gravure, on peut la trouver dans l'édition de 51-52. Oui. Oui. Parce qu'en 82, il y a des textes additionnels qui ont certainement influencé Cantemir et qui ne sont pas dans le 52. Donc je vous donne tout à fait raison que c'est 82. Voilà, merci. Pas à cause de l'image. Merci, merci. Alors, ce manuscrit de plus de 800 pages est en réalité une anthologie de textes que le prince moldave a conçu comme très utile pour la rédaction d'une physique et qu'il a précédé d'un éloge de Van Helmont composé par lui-même. Il est tout à fait raisonnable de croire que cette anthologie est contemporaine ou de peu postérieure au cours suivi par Cantemir avec Meletios. Elle ne devrait donc pas être ultérieure à 1698. Meletios est un cas à part, car son enseignement ne suivait apparemment pas cette voie néo-aristotélicienne, empreinte peut-être d'avéroïsme ou non, que Théophile Corydalé avait imprimé à ses cours. Auteur d'une géographie publiée à titre posthume à Venise en 1728, Meletios était un personnage remarquable. Né vers 1661 à Ioannina, sous le nom de Michael Métros, il étudia dans sa cité natale avec Bessarion Macris. Ordonné prêtre par Clément, le métropolite de Ioannina, il prit le nom de Meletios. Mu par le désir d'accroître son savoir, il partit à Venise et à Padoue, comme de nombreux jeunes clercs grecs à l'époque, où il fit des études de médecine et de philosophie, moissonnant cette ambiance anti-aristotélicienne. Iatro, philosophe diplômé et bon connaisseur du latin, il rentra à Ioannina en 1687 comme directeur de l'école d'Epiphanios. Ordonné évêque d'Arta en novembre 1692 par le patriarche Kalinique II de Constantinople, il demeura à Arta jusqu'en 1696, lorsque, en raison d'une insurrection, il dut s'enfuir et se cacher à Ioannina. Sa vie, publiée en tête de son histoire ecclésiastique, parut à titre posthume à Vienne en 1783,
est plus explicite. Cette insurrection, menée par Limberakis Gerakaris, pirate et aventurier grec qui se trouvait en conflit avec les Turcs et avait rejoint les Vénitiens en 1696, semble avoir été fomentée par ces derniers, c'est-à-dire par les Vénitiens, qui tenaient à l'époque le Péloponnèse et plusieurs autres territoires en Grèce. Méletios fut dénoncé au gouvernement turc comme étant impliqué dans ce soulèvement. Après s'être caché à Ioannina pour 2 mois, il se réfugia à Naupacte, ville-forteresse occupée par les Vénitiens depuis 1678. Comme il avait fait ses études à Padoue et à Venise, ses rapports de date ancienne avec les Vénitiens ne faisaient plus de doute. Ceux-ci lui valurent le statut de persona non grata auprès des autorités turques et en 1697, l'infirmation de sa prêtrise par le patriarcat de Constantinople, obédiant très probablement aux autorités turques. Ce fut à Naupacte qu'il rédigea sa géographie. Après la signature du traité de Karlowitz, le 26 janvier 1699, qui consacra la paix entre Vénitiens et Turcs, ses amis de Constantinople, parmi lesquels Alexandre Mavrocordates et Chrysantos Notaras, obtinrent pour lui en 1701 le pardon du patriarche Kalinique, qui ne fut accordé sans doute qu'après la grâce des autorités turques. Méletios fut appelé par le même Kalinique à Constantinople, où il servit le patriarcat jusqu'en 1703, lorsqu'il fut intronisé évêque d'Athènes. Signalons parmi ses ouvrages un de l'astronomie, écrit à l'époque où il était professeur à Ioannina, et un livre de médecine sur divers enseignements, rédigé lorsque Méletios se cachait encore. Ces ouvrages de philosophie, sur lesquels nous avons malheureusement peu de renseignements, et là je crois que les collègues grecs pourraient tout à fait nous aider, traitaient de la philosophie selon le christianisme. Il est assez clair que l'influence de Méletios sur Cantemir fut déterminante, bien plus importante sans doute que celle de son premier précepteur, Jérémie Cacavella, qui venait d'un horizon empreint plutôt de l'humanisme allemand. Il faut voir maintenant la situation de Van Helmont à l'intérieur de la circulation des idées dans le monde catholique. Le catholicisme flamand, et en particulier les théologiens de Louvain, se sont opposés à l'enseignement néo-aristotélicien dispensé par les jésuites. Cornelius Janssen, par exemple, en est un exemple célèbre. Le fait que le pape Innocent X soit passé du côté des jésuites et ait condamné les 5 propositions dans la bulle Cum Occasione sembla donner le coup d'envoi au jansénisme comme un mouvement de réforme en marge de l'Église officielle. Ce moment coïncidait avec la mort de Van Helmont en 1644 et suffisait pour le placer dans l'orbite de la théologie de Louvain qui contestait la scolastique comme étant elle-même hérétique. Pour des raisons historiques et culturelles, Méletios aura approuvé ce point de vue, qui donnait tort à l'enseignement jésuite et à son inspiration néo-aristotélicienne. Nombreuses étaient aussi les démarches des jésuites dans les pays orthodoxes à la fin du XVIIe siècle. En Moldavie, il suffit de rappeler le courant latin orthodoxe qui venait de l'Académie théologique orthodoxe de Kiev et la sensibilité latinophile de certains princes de Moldavie. On ne peut ignorer non plus la grande offensive du Vatican en Transylvanie qui détermina le passage à l'uniatisme d'une grande partie de la population roumaine dans les années 1698-1699. Et l'établissement des collèges jésuites dans les années même où Cantemir assistait au déploiement des armées ottomanes dans le Banat, à la bataille de Zenta et aux pourparlers pour la paix de Karlowitz. Dans ce contexte historique et spirituel, il n'est pas étonnant que des représentants de l'orthodoxie aient perçu Van Helmont comme un représentant d'une mouvance catholique ayant un visage bien différent, moins militant et plus en harmonie avec l'orthodoxie traditionnelle.
Van Helmont était connu pour avoir ressuscité différents éléments de la tradition de Paracelse. Mais son dessein était de faire tenir ces différents éléments à l'intérieur d'une philosophie chrétienne. C'est exactement le dessein de Cantemir qui voudrait fournir une théologo-physique à l'intérieur de laquelle une juste vue de la nature devrait être rétablie. Il est néanmoins impossible de couper la rédaction de Sacrosancte des notes préparatoires prises par Cantemir sur l'édition des œuvres complètes de Van Helmont. Le gros manuscrit est précédé d'un éloge de Van Helmont et d'un avant-propos au lecteur. Le choix de texte est suivi d'un index tractatum ex operibus Van Helmonti exceptorum, solum modo ad physicam pertinentium. Même s'ils se sont peu occupés de cet ouvrage, les exégètes roumains ont tous remarqué qu'il constituait une base de départ pour le Sacrosancte. Pour comprendre quelle était la place donnée par Cantemir à Van Helmont, il suffit de mentionner un paragraphe de l'éloge qu'il en fait avant de recopier les excerpta. Et je cite ici ce paragraphe dans ma traduction. De cette façon, notre Van Helmont Noster, ayant ruiné les artifices des païens, s'efforce de réformer et de raffermir les écoles. Bien qu'il soit difficile de s'en déprendre, mais cette habitude encore plus dangereuse, enracinée dans les rivages du fleuve de la perversité, doit être extirpée à la racine. Par ce moyen, ce nouvel chrétien Aristote, Van Helmont, montre et révèle la nature non mensongèrement, mais en vérité, par des principes qui ne sont pas fins, mais bien vrais et constitutifs des choses. Il n'enseigne pas d'éléments existant nulle part, ni leur mélange ou affolement, leur haine et contrariété, leur combat et leur désordre, leur dissidence et leur triomphe, car Dieu les avait vus et voici que toutes celles qu'il avait faites étaient bonnes, mais bien, il enseigne, que chacun respecte les limites de l'autre, leur repos, leur simplicité, leur accord, leur paix et leur coopération, selon l'ordre du pacifique, du vrai, du très bon, du maître de la nature, du fondateur de la création et du Dieu de l'univers. Et enfin, il enseigne que toutes choses ont été créées, formées et accomplies, non par ce qui n'a pas d'être à la façon des prostituées, c'est-à-dire par l'appétit de la matière, ou bien à l'instar des comédiens par la métamorphose des formes, mais bien par l'ordre de Dieu, et qu'elles ont été remplies, rendues égales et conservées toutes par sa bénédiction. Et de même, il affirme, c'est-à-dire Van Helmont affirme, et il atteste que tout le bien donné et le don parfait descend du Père des Lumières. Pater Luminum, c'est une des syntagmes favoris de Van Helmont et que Cantemir reprend. Il n'enseigne pas le premier et immobile moteur par lequel toute chose soit mue naturellement, pour chose qui n'existe nulle part dans la nature, mais bien de façon orthodoxe, il reçoit et admet de bon gré ce surnaturel à l'ordre duquel la nature se soumet, incompréhensible, gouvernateur et recteur de toutes choses, Père des Lumières, alpha et oméga, dans lequel toutes choses se meuvent, vivent et sont. Il ne se sert pas du syllogisme glissant, douteux et imaginaire, mais il s'appuie sur la base de la foi invincible. Il n'enseigne pas que de rien, rien ne se fait, mais il confesse que par la parole divine, l'univers fut créé à partir de rien. Il ne prône pas la matière première par des mots pompeux, platoniciens, vains et violents, ni ne confabule mensongèrement en délirant à la manière des Grecs, ou en débitant des sottises selon les mauvaises habitudes des païens, que celle-ci eût été en abondance, celle-ci c'est-à-dire la matière,
que celle-ci eût été en abondance à disposition de la volonté divine ou qu'elle eût été auxiliaire du Tout-Puissant, par laquelle ou de laquelle il eût créé l'univers, mais bien il philosophe divinement, suivant la règle et la teneur de la vérité, en disant que toutes choses ont été produites et achevées dans l'espace de 6 jours. Si l'on examine les extraits recopiés par Cantemir, on peut remarquer que leur ordre ne respecte pas celui de l'édition de Francfort de 1682. Le choix de textes recopiés par Cantemir semble progresser au fil des chapitres et des 3 livres qui le composent. Le premier livre traite successivement des éléments, l'eau, l'air, et puis de la terre, des archées, le blas, le vide. Le second traite des astres, des météores, de la matière et de la vie. Et le troisième, de l'homme, de son âme, de la connaissance et de l'immortalité de l'âme. Cet ordre est totalement différent de l'organisation des traités de Van Helmont dans les éditions imprimées, du moins. Il suggère celui d'un enseignement philosophique et plus particulièrement l'ordre des physiques néo-aristotéliciennes du XVIIe siècle. Dans les universités occidentales, la philosophie de la nature, ou physica, comme on l'appelait alors, formait une partie importante du curriculum et occupait les premières années d'apprentissage de l'étudiant. À titre d'exemple, la 3e partie de la Summa Philosophiae Quadripartita d'Eustache de Saint-Paul définit la physica comme l'étude du corps naturel en tant qu'il est naturel. Eustache y traite dans la première partie du corps naturel en général, s'occupant des principes des choses, la matière, la forme, la privation, de leurs causes et de leurs propriétés communes, telles que la quantité et l'infini, le lieu et le vide, le temps, le mouvement. Dans la seconde partie, consacrée au corps naturel inanimé, il traite du monde et du ciel, matière, forme du ciel, les astres, les étoiles, la sphère, des éléments, des corps mixtes ou météores. Et dans la 3e partie, qu'il consacre au corps animé, il s'occupe de l'âme en général, de l'âme végétative, de l'âme sensitive et enfin de l'âme intellectuelle et des âmes séparées. Une autre physique, celle de Scipion Duplex, adopte un ordre similaire. Au vu de ces exemples, l'on peut rapprocher le découpage et la disposition des textes de Van Helmont dans le manuscrit de Cantemir et l'ordre normal d'une physique au XVIIe siècle. Cette ressemblance est corroborée par l'expression utilisée dans le titre de l'index de l'ouvrage, solum modo ad physicam pertinentium. Seuls les écrits se rapportant à la physique ont été extraits des œuvres de Van Helmont. Les excerpta sont la seule trace qui reste de l'enseignement dispensé par Meletios de Ioannina sur Van Helmont. Meletios avait certainement en tête la division et l'ordre traditionnel des matières en physique telles qu'elles lui avaient été enseignées à Padoue. Pour expliquer à son jeune disciple la pensée de Van Helmont, il aura entrepris de l'ordonner à la manière des écoles. Et il y aura fait même recopier les textes qu'il aura jugés importants. C'est, me semble-t-il, la raison d'être de ce manuscrit de 800 pages que le prince moldave aura garni après coup d'un éloge du philosophe flamand et d'une préface au lecteur. Si cette hypothèse s'avérait juste, l'on doit admettre que l'influence de Meletios sur Cantemir a été double. Il a eu tout d'abord le rôle de lui avoir fait connaître la pensée du médecin de Vilvoorde et de placer ainsi le jeune prince d'emblée dans la tradition de Paracelse. Mais en mettant la matière du philosophe par le feu dans le carcan d'une physique scolastique, il aura en quelque sorte poussé le prince à donner une physique à lui, qui rende compte précisément de l'écart entre la forme choisie et le fond anti-aristotélicien qui lui avait été enseigné. Je passe sur la datation du Sacrosancte qui pose des problèmes très intéressants pour vous
résumer en quelques mots les convergences des deux philosophes. Voyons d'abord l'ambiance de cet ouvrage magnifique, Sacrosanctae Scientiae, dont nous venons de publier avec le regretté Dan Sluchanski l'édition latine et une traduction italienne avec Igor Agostini. Et je profite de cette occasion pour offrir à la bibliothèque de l'Académie un exemplaire de cet ouvrage qui est paru en Italie. Dans la lettre qui accompagne l'envoi du manuscrit de Sacrosanctae à Jérémie Cacavella en 1700, Cantemir explique dans un style baroque qu'il se sent déchiré entre le traitement d'une même vérité par la physique et par la théologie. Devant une telle confusion, il prend le difficile parti de ne se fier ni au sens ni à la raison, mais de se laisser guider par la lumière de l'intellect et de se réfugier dans la science infuse. Cette attitude justifie aux yeux de Cantemir le programme d'une théologo-physique construite sur la révélation que le philosophe, arrivé au comble de la désolation de ne rien trouver de lui-même, aura de la bouche d'un vénérable vieillard qui apparaît pour le secourir. L'ouvrage a une structure hétéroclite sous laquelle on peut reconstruire le projet d'une physique anti-aristotélicienne. Une partie introductive traite des conditions dans lesquelles on peut arriver à la connaissance des principes du monde et figure une belle allégorie de la connaissance par les sens vouée à l'échec. Une seconde partie, sous la forme d'une explication de la création en 6 jours, c'est un hexaéméron, est en fait une cosmogonie selon le modèle des physiques mosaïques, dont le premier auteur fut Jean Philopon à Alexandrie au VIe siècle, mais qui sont pleinement représentés au XVIIe par Jean Comenius, Jacob Böhme, Robert Fladd et d'autres. Une histoire du péché originel retrace à la fois la dignité ontologique avec laquelle l'homme fut créé et la science simple qu'il possédait au paradis. La chute est vue comme un passage de l'état de savoir à celui d'ignorance, un oubli du Dieu créateur, un assujettissement de l'immatériel au matériel, un culte de la science sensitive que l'on acquiert par l'examen des sens. Un livre sur le temps, un autre sur les formes, et enfin le dernier livre qui amorce et surtout qui annonce une éthique à écrire complète l'ouvrage. À commencer par son nom, cette théologo-physique est en contradiction avec la méthode de Théophile Corydalé. Ce dernier reprochait en effet aux commentateurs arabes et latins d'Aristote de confondre, je cite, des théories qui n'ont rien en commun, en faisant un vrai mélange philosophico-théologique et en s'éloignant également de la vraie foi et de l'exacte pensée philosophique. En ceci, Corydalé suivait la méthode et les principes de Cremonini et du courant naturaliste italien, qui se proposait de donner un commentaire rigoureux des œuvres d'Aristote sans se soucier des conflits possibles avec des points de la doctrine chrétienne. Cantemir, au contraire, je cite, « ne cherche rien de plus, ne désire rien de mieux, mais s'y tenant avec simplicité, cultive intellectuellement et vénère spirituellement la vérité très simple. » L'on a vu dans cette formule un manifeste contre la théorie de la double vérité, défendue par Ziger de Brabant et interdite en 1277 par Étienne Tempier, qui aurait été remise à l'honneur par les naturalistes italiens et partagée par Théophile Corydalé. C'est en admettant la vérité de la raison et de la foi que les philosophes du XVIIe siècle auraient permis à la science de progresser dans son chemin propre. En ce qui me concerne, je crois que le projet de Cantemir est beaucoup plus radical. La vérité dont il parle n'est pas la vérité des philosophes scolastiques, fussent-ils adeptes ou adversaires de la théorie de la double vérité. C'est la vérité simple, à valence sotériologique de l'évangile de Jean, que seul l'intellect, nous, éclairé par la lumière divine, peut saisir, en se séparant de la raison discursive et des sens.
Cantemir se trouve dans une rupture totale avec la scolastique et les aristotélismes du XVIIe, mais aussi avec l'enseignement d'Aristote. L'approfondissement de cette voie lui permettra de jeter le discrédit sur les grands principes de la physique, contribuant de son autorité à ce que Pierre Duhem allait appeler une révolution théologique. L'intellect, pour autant qu'il a accès à cette vérité, s'efforce de reconstituer la science simple de Dieu en prenant comme base les Écritures. Cette simplex scientia, très probablement gnosis dans l'idiome grec de Constantinople, doit beaucoup à la tradition contemplative chrétienne orientale d'Évagre le Pontique et Grégoire de Nice jusqu'à Maxime le Confesseur. Alors, puisque je crois que je dois conclure, je vais dire que il est impossible, dans un texte aussi bref, de résumer le contenu positif de la physique de Cantemir. Disons tout de même, afin d'en donner une idée, qu'elle utilise un certain nombre de notions développées par Van Helmont, ainsi que la métaphysique des formes de celui-ci, selon laquelle Dieu suscite les formes à l'intérieur de la matière, à la faveur d'éléments matériels spécifiques que Cantemir appelle dans la tradition de Paracels archés et qu'il tient pour automoteurs. Chez Paracels, l'arché est le propre de l'espèce et de l'individuel. Il rend chaque chose plus parfaite en augmentant toujours son individuation. Chez Cantemir, de même que chez Van Helmont, les archés ont un rôle d'individuation des espèces à partir de l'élément originel, qui est l'eau, mais les formes purement immatérielles, synonymes de la lumière ou de l'âme et de la vie, viennent directement de Dieu, qui détient ainsi un rôle permanent dans la création continuée. Les vies particulières sont de ce fait dépendantes de la vie universelle ou lumière universelle. Au-delà de Van Helmont, l'idée vient de Denis, qui élabore en même temps l'idée de l'analogie de l'être et de la lumière selon le mode de sa propre capacité, et l'idée d'une hiérarchie des formes et des êtres dépendant directement de Dieu. Cantemir se trouvait donc dans la situation de comprendre à la fois Van Helmont et ses sources orientales, sans passer nécessairement par la médiation augustinienne, selon laquelle Dieu jette au coup par coup chaque âme dans chaque corps. Toujours avec Van Helmont, Cantemir distingue 4 types de formes, depuis la plus simple, la forme essentielle, caractérisant les espèces qui semblent vivre à peine, comme les pierres, les gemmes, les métaux, jusqu'à la plus lumineuse, la substance formelle, créée, mais non périssable, qui est donnée à l'homme. On voit la façon dont Cantemir s'appuie sur Van Helmont pour fonder une métaphysique de la connaissance, un peu comme Leibniz le faisait à la même époque. L'idée d'une hiérarchie des êtres selon la lumière de leur forme, et j'ajoute selon leur possibilité de connaître l'univers et Dieu, est tout à fait leibnizienne. Elle provient cependant non de l'édifice restauré de la tradition métaphysique aristotélicienne, comme chez le fondateur de l'Académie de Berlin, mais bien d'une théologie orientale pour laquelle la contemplation de Dieu se double d'une divinisation de l'homme. Pourvu qu'il reconnaisse et qu'il saisisse la vérité simple, celui-ci trouvera dans la contemplation de la création le chemin vers la vie éternelle. Merci beaucoup.